Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie, j'espère que vous allez bien. Si vous aussi vous avez l'impression que Scott essaie de nous faire passer un message avec Jérémy, est-ce que vous vous rappelez encore de Jérémy? Vous avez complètement raison. Le message, c'est qu'on est passé à côté d'un personnage capital, qu'on avait absolument tout pour identifier dès la sortie de Pizzeria Simulator. Si j'ai bon, on va enfin faire tomber le masque de Jeremy Fitzgerald une bonne fois pour toutes dans cette vidéo. Quel est son véritable rôle dans l'histoire? Pourquoi lui, et seulement lui, pouvait se faire engager au début de FNAF 2? Quel est le lien symbolique entre son prénom et celui du petit Jérémy qui possède Bonnie? Le lien qu'on a complètement loupé et qui permettait de résoudre tout le mystère autour de Jérémy en fait. Tout ça on va le voir dès la première partie de la vidéo avec l'analyse des événements de FNAF 2. Ensuite on va faire un tour dans FNAF 1, FNAF 3 et Pizzeria Simulator pour démontrer à quel point ça colle parfaitement avec le reste de l'histoire. Et on jettera aussi un œil sur les indices que Scott nous avait donnés pour essayer de nous remettre sur les rails avec le fameux Jérémy de Unquanted et également le Jérémia qu'on trouve dans la série de livres Fazbear Frights. En bonus, je vous donnerai aussi le nom de famille du petit Fritz qui possède normalement Foxy. Parce que ça aussi, on pouvait le découvrir dès la sortie de Pizzeria Simulator si mon analyse est correcte. En attendant, on commence avec FNAF 2, le jeu où on rencontre pour la première fois Jeremy Fitzgerald. C'est le gardien de nuit qu'on joue de la nuit 1 jusqu'à la nuit numéro 6. À ce stade, on peut déjà dire deux choses sur lui. La première, c'est qu'il est encore probablement étudiant, car après tout, comme le dit Funguy au tout début du jeu, ce poste n'est jamais qu'un job d'été. Donc, typiquement le genre de job que les étudiants font pour payer leurs études ou leur loyer. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. La seconde, c'est qu'il a manifestement une très bonne raison d'être là. Je vous rappelle que le gardien de nuit qui a laissé sa place à Jérémy a fait tout son possible pour être muté dans l'équipe de jour, car les animatroniques commençaient déjà à se comporter de manière extrêmement flippante. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Mais notre Jeremy Fitzgerald, lui, il résiste vaillamment nuit après nuit. Même s'il s'étouffe à moitié dans son masque, même si ce que raconte Funguy devient de plus en plus stressant sans jamais demander à être muté. Parce que oui, il va finir par être muté dans l'équipe de jour. Mais c'est pas lui qui l'a demandé. C'est une mutation d'urgence décidée par la direction car il manque quelqu'un dans l'équipe pour encadrer un anniversaire. Jérémy, lui, tient vraiment beaucoup à son poste de nuit en fait. Parce que le coup du « Oups, j'ai pas vu le mémo et je me suis même pas rendu compte que la pizzeria était fermée pour la nuit quand je suis venu vous prendre mon tour de garde, c'est ballot. À la nuit 6, vous trouvez ça vraiment crédible? Personnellement, j'y crois pas trop. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. Dans ce jeu, on joue ensuite Michael Afton à la toute fin de l'histoire durant la nuit customisée. Il a pris l'identité de Fritz Smith pour l'occasion, mais on reconnaît facilement Michael à son problème d'odeur et sa tendance à bidouiller les animatroniques, comme on peut le voir à chaque fois qu'il se fait licencier. Michael qui a clairement dû arrêter ses études vu tout ce qui lui est arrivé dans Sister Location, mais qui a l'âge d'être un étudiant, étant donné qu'il était encore adolescent en 1983 et que FNAF 2 se déroule en 1987. Michael qui a aussi une très bonne raison d'être là. Celle-là au moins on la connaît, il est sur les traces de son père William Afton. Donc au final on joue deux jeunes hommes qui viennent travailler de nuit à la pizzeria avec une idée précise en tête, en portant le même prénom que deux des enfants disparus. À savoir le prénom du petit Jérémy, qui normalement possède Bonnie comme on a pu le déduire dans le passé en comparant la position des masques de FNAF 3 avec celle des tombes trouvées dans Pizzeria Simulator. Et bien entendu le prénom du petit Fritz qui possède de son côté Foxy. À ce stade pour résoudre l'énigme il faut commencer avec Michael, parce que c'est lui qu'on connaît le mieux. Le coup de la fausse identité, on comprend. Il peut pas franchement se permettre d'afficher qu'il est Michael Afton. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Michael quand il a décidé de prendre le prénom du petit Fritz pour construire sa fausse identité. Il a fait ça parce qu'il était fan de Foxy, et qu'il avait déjà découvert d'une manière ou d'une autre que c'est Fritz qui possède cette animatronique. C'est un bon début. Mais c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus symbolique que ça. N'oubliez pas ce qu'on sait sur Michael Afton. Il a martyrisé et tué son petit frère en portant le masque de Foxy, et il doit sans doute s'en vouloir énormément pour ça. On sait aussi qu'il a décidé d'arrêter son père, et de libérer toutes les âmes des enfants au passage si possible. Donc quand il choisit de prendre le même nom que le petit Fritz, il cherche à dire quoi, Michael? Moi je dirais qu'il cherche surtout à dire qu'il ne se bat pas seulement pour lui-même, mais aussi au nom des enfants disparus. Et qu'il cherche aussi à dire qu'il a changé. D'une certaine manière, en prenant le nom de Fritz, il n'est plus le méchant Foxy qui a tué son propre frère. Il devient le gentil Foxy qui défend les enfants. Et pour Jeremy Fitzgerald, en gros c'est le même principe. Lui aussi avait besoin d'un faux nom. Sauf que lui il a pris le prénom du petit Jérémy parce qu'il a été un très méchant Bonnie dans le passé.
À ce stade, on a donc déjà notre suspect, et au fur et à mesure de la vidéo, on verra encore d'autres preuves qui confirmeront que c'est bien lui, Jeremy Fitzgerald. Mais en attendant, mesdames et messieurs, laissez-moi le plaisir de vous présenter Jeremy Fitzgerald quand il était encore ado. L'ami d'enfance de Michael, celui qui se comportait déjà comme son bras droit à l'époque. Celui qui l'aide à attraper son petit frère. Celui qui le place avec Michael dans la gueule de l'animatronique. Celui qui est autant responsable de la mort du Crying Child que Michael. Celui qui a son sang sur les mains, celui qui doit s'en vouloir à mort, celui qui serait prêt à faire n'importe quoi pour se racheter. En résumé, sans doute la seule personne au monde vers qui Michael pourrait se tourner pour obtenir de l'aide. Parce qu'il a vraiment besoin d'aide, Michael. C'est bien gentil de vouloir retrouver son père, mais au début de l'histoire de FNAF 2, il avait absolument zéro chance de se faire embaucher dans la pizzeria. Rappelez-vous de l'état dans lequel il a fini après les événements de Sister Location, quand Ennard finit par abandonner son corps. Et rappelez-vous surtout de ce que nous dit Michael dans cette scène. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. Vous avez entendu ? Michael est resté dans l'ombre à bon moment. Ça veut dire qu'il a pas pu retrouver une vie sociale normale. Pourquoi ? Surtout à cause de son odeur, je pense. Il faut dire les choses comme elles sont, ce gars est une espèce de zombie en beaucoup plus intelligent. Désolé d'être aussi franche, mais il doit sentir la charogne à 10 mètres. Pour l'apparence physique, clairement, il a dû rapidement trouver une solution. Parce que je peux pas croire que personne l'ait jamais vu une seule fois chez Fazbear. Et vu comment ils sont sympas avec leur lettre de licenciement dans cette boîte, je pense que s'il était venu au travail en mode zombie qui assume pleinement son apparence physique, ils auraient pas hésité à lui dire qu'en plus de sentir très mauvais, il était aussi moche à faire peur. Produit maquillage ? Illusion grâce à une technologie piquée à son papa ? J'espère que le film nous en dira enfin plus à ce sujet. En attendant, ce qui est sûr, c'est que Michael a bien du mal à cacher son odeur. Et cette odeur qui le gêne tellement pour garder un travail. Il faut bien comprendre qu'elle le gêne aussi terriblement pour trouver un travail. Parce que quand on regarde bien, pour que Michael se fasse embaucher, il faut toujours des circonstances très particulières. Des circonstances qui n'étaient pas du tout réunies au début de FNAF 2. Vous vous souvenez ? C'était la folie avec l'ouverture de la pizzeria, et Fazbear n'avait sans doute aucun mal à trouver du personnel. Vous pensez vraiment qu'ils auraient embauché un type qui sent la viande avariée alors qu'il pouvait trouver 10 fois mieux facilement ? Pourquoi faire ? Pour qu'il répande son odeur à travers tous les couloirs et qu'il faille aérer tous les jours pendant 2 heures avant l'arrivée des clients ? Non, il faut être sérieux, il avait aucune chance d'être embauché à ce moment-là, Michael, et il en avait bien conscience. C'est pour ça qu'il allait supplier son ami de l'aider. J'imagine qu'il a dû débarquer un beau soir devant sa porte, et qu'ils ont eu une grande conversation à cœur ouvert durant laquelle il lui a expliqué ce qui se passait avec son père et les enfants. Regarde ce qui m'est arrivé. Regarde dans quel état je suis. Je ne peux même pas mourir en paix. Il faut absolument arrêter mon père avant. Je suis persuadée qu'il va tenter quelque chose dans la nouvelle pizzeria, mais moi, dans mon état, je peux rien faire. Il faut absolument que tu m'aides. J'avais réussi à me faire engager pour libérer ma sœur la dernière fois, mais là c'est mort. Ils me prendront jamais. Et vu les circonstances, bien sûr que son ami accepte de l'aider. Il choisit de prendre une fausse identité, en partie pour symboliser qu'il se bat au nom des enfants, et sans doute aussi en partie parce qu'à tous les coups, il est fiché chez Freddy Fazbear. En tout cas, vu ce qui s'est passé, ça m'étonnerait qu'ils acceptent de l'embaucher s'il donne son véritable nom. Qu'ils reconnaissent pas son visage, je veux bien. Ça s'est passé dans une autre pizzeria quand il était encore ado. Mais son vrai nom, c'est une autre histoire. Bref, notre Jeremy Fitzgerald se présente pour obtenir un poste, et comme il a la chance d'être un jeune homme propre sur lui, il n'a aucun mal à se faire engager. Toutes les nuits, il revient malgré le danger. Même lorsqu'on lui dit clairement qu'il doit arrêter de travailler le soir. Parce qu'il est en mission pour arrêter William. Mission qui foire complètement, vu qu'apparemment William a quand même réussi à rentrer dans la pizzeria et à trafiquer les animatroniques. Mais bon, il est en mission quand même. À la fin de la nuit 6, il passe dans l'équipe de jour avec pour consigne de rester tout près des animatroniques pour les empêcher de blesser quelqu'un. Just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. Okay, good night and good luck. Bref, en gros, Phone Guy lui dit clairement qu'il va servir de chair à canon. Il le sait qu'il est en danger, Jérémy. Il le sait, mais il vient. Il pourrait tous les envoyer se faire voir, mais il vient. Parce qu'il est investi d'une mission. Et qu'à mon avis, il a aussi sincèrement envie de protéger les gens pour se racheter de ce qu'il a fait. Et du coup, c'est lui qui se fait mordre. En tout cas, à mon avis. Ensuite, la pizzeria ferme pour de bon. Et c'est seulement là que Michael parvient à se faire embaucher. Quand la pizzeria est fermée. Ils sont toujours aussi forts, Michael, bien sûr. Mais à présent, il est assez bon pour avoir le job. Après tout, son odeur ne risque plus de gêner les clients. Et après le pétage de plomb d'un animatronique devant plusieurs témoins, ça m'étonnerait que Fazbear ait beaucoup de volontaires.
D'ailleurs, dès la nuit 5, ils avaient déjà du mal à trouver des candidats pour le poste de gardien de nuit, vous vous rappelez? We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're gonna try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Red Bear's Family Diner or something like that. It's closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. Alors c'est certainement pas après l'histoire de la morsure que ça s'est arrangé. À mon avis, Michael devait sans doute être le seul candidat disponible. Au grand soulagement de Phone Guy, qui devait absolument pas avoir envie de prendre le poste en vrai. Et comme je l'ai dit, dans une pizzeria fermée au grand public, il peut faire l'affaire, Michael. Au final, il va tenir seulement une seule nuit avant de se faire virer. Mais il essaie quand même de réparer les erreurs de son père en bidouillant les animatroniques. Et du coup, Phone Guy se retrouve forcé de prendre le rôle de gardien de nuit à sa suite, poste qu'il conservera jusqu'à ce qu'il se fasse lui-même tuer dans la pizzeria de FNAF 1. Et pendant tous les autres jeux, ça va être comme ça. Michael va venir en personne dès que les circonstances le lui permettront, mais notre cher Jeremy Fitzgerald interviendra dès que Michael aura besoin de son aide. Dans FNAF 1, il n'a pas besoin de son aide, Michael, parce qu'il peut se faire embaucher en personne. Est-ce que la pizzeria est déjà fermée en réalité, avec les animatroniques en attente d'être déplacés? Possible, vu l'état de saleté des murs et du sol. Est-ce qu'elle est encore ouverte, mais vraiment tout près de fermer ses portes? Et possible aussi. Cette question a déjà été beaucoup débattue, mais la réponse n'a pas beaucoup d'importance ici, parce que dans un cas comme dans l'autre, on comprend très bien comment Michael a pu obtenir le poste. Option 1. En vrai, la pizzeria est déjà fermée, on se retrouve en gros dans la même situation qu'à la fin de FNAF 2. La boîte est désespérée, ils ont personne d'autre pour le poste, et de toute façon l'odeur de Michael risque pas de gêner grand monde dans cette situation, donc il est embauché. Option 2. Officiellement, la pizzeria est encore ouverte, mais comme on peut voir sur les journaux, après ce qui s'est passé avec les enfants, les familles ne veulent plus se rendre à la pizzeria, et celle-ci manque tellement d'argent qu'elle va être obligée de fermer ses portes. Et quand on voit l'état des pièces sur les caméras, avec les saletés qui traînent partout et qui sont jamais nettoyées, on peut partir du principe qu'on voit vraiment les tout derniers jours de la pizzeria. Ils ont complètement lâché l'affaire sur le nettoyage, peut-être même qu'il n'y a plus d'équipe de nettoyage du tout. Ils n'ont probablement aucun client dans la journée, le job est tellement moisi qu'il attire personne, etc. Bref, là aussi, tout est réuni pour que Michael se fasse embaucher malgré son état particulier. Dans un cas comme dans l'autre, Michael joue les employés modèles pour essayer de garder son poste le plus longtemps possible et sans doute mener son enquête tranquillement, ce qui lui vaut même le titre d'employé du mois. Et à ce stade, il prend trop la confiance, il bidouille les animatroniques dans la nuit customisée, et là il lui dit stop. Tant que tu restais gentiment enfermé dans le bureau de sécurité, ça allait, mais si tu t'amuses à changer la programmation des animatroniques et à mettre ton odeur directement sur eux, ça va plus le faire du tout mon gars. Sur ces chèques, on apprend aussi au passage que Michael avait pris le nom de Mac Schmidt pour se faire engager. Vous en pensez quoi de son nom d'ailleurs? Ça vous choque pas que Michael ait lâché l'affaire avec Fritz? Genre il s'est dit c'est bon, j'ai déjà rendu hommage au gosse la dernière fois, j'y tiens pas plus que ça, en vrai je passe à autre chose? Et moi je crois pas. Je pense plutôt que dans FNAF 2 il avait pris le prénom du petit. Et que dans FNAF 1, il a pris son nom de famille. Parce que Fritz, c'est très allemand comme prénom. Et Schmidt, et c'est bien allemand comme nom de famille. Avec tous les pays qui existent, vous pensez vraiment que Scott nous filera encore un nom allemand par hasard pour la seconde fausse identité de Michael? C'est hautement improbable. Donc, même s'il vaut mieux que ce soit confirmé dans un jeu, le véritable nom du petit garçon qui possède Foxy, normalement, c'est Fritz Schmidt. Vous savez ce qui m'énerve? C'est que ce prénom m'a toujours semblé un peu bizarre au milieu de tous les autres. Je veux dire, il est tellement différent des autres, que je me demandais pourquoi Scott l'avait choisi. Ben c'est pour ça en fait. Il voulait simplement attirer notre attention et nous servir le nom complet à des enfants sur un plateau. Sauf que j'ai pas vu le plateau. Après, ça casse pas 5 pattes à un cochon d'Inde de connaître son nom complet, hein, je vous l'accorde. Hein. Ça reste beaucoup moins important que le rôle et l'identité de Jeremy Fitzgerald. Mais bon, j'allais pas garder l'info pour moi toute seule comme un gros rat non plus. Hein. Si on partage pas ses découvertes avec le reste de la commu, on n'avance pas. Bref, et si on passait à FNAF 3 maintenant, là on connaît pas du tout le nom du gardien. Est-ce que Michael peut encore se faire engager cette fois-ci? Et normalement non. Là on parle pas du tout d'une pizzeria qui a fermé ses portes ou qui est sur le point de fermer ses portes à cause de sa mauvaise réputation. On parle d'une toute nouvelle attraction qui ouvre une trentaine d'années après le drame, et qui a vraiment tout pour devenir super populaire et attirer tous les jeunes du coin. En vrai, l'attraction doit susciter le même engouement que l'ouverture de la nouvelle pizzeria de FNAF 2. Ça veut dire que normalement, il doit quand même y avoir du choix pour recruter l'agent de sécurité. Et pour couronner le tout, la personne qui se fait engager n'est pas du tout censée travailler toute seule dans son coin. Explique-leur, mon pote. Like the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. When a place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, and past you, and out the exit. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as the security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out in the corner, but you'll also be a part of the show. Vous avez entendu?
Quand on joue, l'attraction n'est pas encore ouverte, mais dès le début, ce poste est prévu pour quelqu'un qui va se retrouver en contact régulier avec les clients et également avec le reste de l'équipe qui s'occupe de l'attraction. Très sincèrement, si vous étiez le boss, est-ce que vous engageriez Michael, après avoir mis tous vos sous pour monter cette attraction? Vraiment? Vous militez pour les droits des morts vivants, ça se passe comment? Si c'est ça, j'admire votre ouverture d'esprit, mais je vous préviens qu'avec ce choix, vous allez faire fuir les clients et perdre beaucoup d'argent. Non, plus sérieusement, on peut pas mettre quelqu'un qui sent la viande avariée à 10 mètres au contact des clients. Et sans surprise, c'est pas avec Michael qu'on joue. C'est avec notre Jeremy Fitzgerald. Alors ça, c'est vraiment pas une idée neuve, hein. D'ailleurs, il y a des grandes chances que vous l'ayez déjà entendu plusieurs fois parce que c'est sorti chez de gros théoristes américains et français aussi, je crois, il y a quelques années. Les arguments étaient souvent très bons d'ailleurs, parce que les preuves qu'on a à faire à Jeremy ne manquent pas. Le seul problème, c'est comment d'expliquer pourquoi Jeremy était encore là, et ça devenait beaucoup plus compliqué de trouver une explication crédible, vu que personne se doutait encore de la vraie identité de Jeremy Fitzgerald, ni du fait qu'il aidait Michael à combattre son père. Parmi les arguments les plus connus, on peut citer la fameuse scène où Michael parle à son père en lui disant qu'il va venir le chercher. Une scène qui mélange plusieurs époques, puisque le monologue de Michael se passe manifestement peu de temps après Sister Location, mais qu'on voit quand même Springtrap à la fin en mode libéré-délivré, alors que normalement, l'attraction de FNAF 3 est censée ouvrir 30 ans après la fermeture de Freddy Fazbear Pizza. Donc, sous-entendu de la scène, Michael part à la recherche de son père après les événements de Sister Location, mais il le retrouvera après que celui-ci se soit enfui de l'attraction. Donc après FNAF 3. Personnellement, j'ajouterais aussi que je suis heureuse de savoir que c'est pas Michael qu'on joue dans FNAF 3. Parce que s'il s'agissait de la première rencontre avec son père, celle-ci serait complètement ratée. Son père lui dit pas un mot, à aucun moment il fait un truc qui prouverait qu'il reconnaît son fils, et en plus de ça, visiblement le gardien qu'on incarne essaie même pas de rester dans l'incendie pour mourir avec Springtrap. Parce que je vous rappelle que Michael veut mourir. À la fin de Sister Location, il est resté des plombs planqués dans l'ombre en espérant que la mort finirait par le délivrer du corps moisi dans lequel il est coincé. C'est quand il s'est rendu compte que manifestement la mort viendrait pas le chercher d'elle-même qu'il a vraiment commencé à rechercher son père. Donc d'un point de vue qualité du scénario, si c'était ça leur première rencontre, elle serait complètement ratée je trouve. Leurs retrouvailles dans Pizzeria Simulator sont déjà nettement mieux. Autre preuve intéressante, parmi les hallucinations, les fantômes ou le mélange des deux qui nous casse les pieds durant tout le jeu, on voit beaucoup d'animatroniques de FNAF 2, comme Mangle, la Puppet, Balloon Boy, ou encore les versions de Foxy et Golden Freddy qu'on voit dans FNAF 2. Sous-entendu, le gardien doit quand même avoir un lien très fort avec FNAF 2. Et là encore une fois, ça ne peut être que Jeremy Fitzgerald, pour la simple et bonne raison que Michael n'a strictement rien vécu d'important durant FNAF 2. Il a juste passé une nuit moisie avant de se faire virer, c'est pas la fin du monde. Jeremy par contre, soit il s'est fait sauvagement mordre par Mangle, c'est l'hypothèse que je défends personnellement, soit c'est pas lui la victime, mais alors il a quand même vu quelqu'un se faire défoncer le crâne juste sous ses yeux, comme le Crane-chan à l'époque. Donc dans un cas comme dans l'autre, Jeremy a un énorme traumatisme psychologique lié à FNAF 2. Et pour en finir avec FNAF 3, je pourrais aussi vous faire remarquer que Bonnie est curieusement absent, alors que dans les versions fantômes, on a bien une version de Chica, une version de Freddy, même si c'est plutôt Golden Freddy, et une version de Foxy. Alors pourquoi on n'a pas un fantôme Bonnie? À mon avis, c'est tout simplement parce que c'est nous, Bonnie. Enfin, quand je dis nous, je parle bien sûr du gardien qu'on incarne, car après tout, c'est bien le masque de Bonnie que portait Jeremy Fitzgerald lors de ce terrible accident. Je me demande sincèrement si cela, c'est pas une manifestation de sa culpabilité en fait. D'une certaine manière, il revoit les personnages qui l'entouraient ce jour-là. À voir. Bref, comme je le disais, c'est pas dur de prouver qu'on a affaire à Jeremy Fitzgerald, et maintenant il n'y a plus aucun souci pour expliquer sa présence dans FNAF 3. C'est même parfaitement logique. Il aide Michael à retrouver son père, et comme Michael avait aucune chance d'obtenir le job, c'est lui qui a postulé pour mener l'enquête, c'est QFD. Et dans Pizzeria Simulator, il s'est passé quoi au juste? Parce que là aussi on a affaire à une situation très particulière. Pour la première fois, Michael n'a pas besoin de se faire engager pour rechercher son père. Tout ce qu'il lui faut pour devenir un franchisé, c'est de l'oseille. Et en plus de ça, il obtient un poste de manager. C'est lui le boss dans son restaurant, il risque pas de se virer lui-même à cause de sa mauvaise odeur. Donc ça passe super bien pour Michael, c'est vraiment une opportunité tombée du ciel vu sa situation très particulière. Comme lui fait d'ailleurs gentiment remarquer sa sœur. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? Mais clairement il peut pas prendre le restaurant tout seul, parce que normalement Michael s'attend à gérer des clients et ça il peut pas le faire avec son odeur. En plus de ça, ce serait vraiment ridicule d'aller tout seul à la baston, alors que pour une fois, il peut prendre son ami Jérémy avec lui. Après tout, s'il veut prendre un associé, il fait ce qu'il veut. Et bien sûr qu'il le prend comme associé. Parce que c'est bien notre Jeremy Fitzgerald qu'on retrouve ici au début du jeu. Mais surtout dans la fin Insanity, en mode gros perso caché. Première preuve évidente, l'allusion à la lobotomie. Visiblement, les toubibs comptent lui faire une lobotomie, et ça le fait marrer en mode une lobotomie, vous pouvez toujours y aller, j'ai l'habitude les mecs. Et seconde preuve, bien sûr, est la couleur plus foncée du nounours, alors que Michael est représenté par un ours polaire. On retrouve donc bien le garçon à la peau claire et le garçon à la peau mate, à savoir Michael et son pote au masque de lapin. C'était ça l'intérêt de représenter les personnages avec des têtes d'ours, ou devrais-je plutôt dire, des masques d'ours. C'était à la fois un écran de fumée, histoire qu'on pige pas tout de suite qu'on avait deux personnages à l'écran,
Et c'était aussi un indice qui est envoyé au masque d'ours de FNAF 2, qui lui-même renvoyait clairement au masque que portaient les deux garçons lors de la mort du Crying Child. A mon avis, s'ils se mettent à respirer super fort dedans tous les deux en mode stress intégral, c'est parce que porter ce masque leur rappelle de très mauvais souvenirs. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que les deux amis sont réunis dans le même jeu, ils portent des masques. C'était un bel indice de la part de Scott. Avec ça, la boucle est bouclée. Alors honnêtement, on est bon ou on est bon? C'est ça la véritable histoire de FNAF. Pas seulement l'histoire d'un seul héros, pas seulement l'histoire de Michael, mais l'histoire de deux héros. Deux hommes qui ont eu le sang d'un enfant sur les mains, le sang du même enfant. L'histoire de deux repentis qui s'unissent pour abattre celui qui tue des enfants volontairement. Celui qui tue encore et encore sans remords, le véritable monstre, William Afton. En fait, vous avez remarqué, Scott a puni tous ceux qui ont fait du mal à un enfant. William Afton, qui a tué plusieurs enfants volontairement, a pris super cher. Et c'est bien fait. Michael, qui martyrisait son frère et a fini par le tuer à cause de sa mauvaise blague, a aussi pris très cher. Mais quand même moins que son père, je dirais, vu qu'au moins lui, il est libre de ses mouvements. Et notre Jeremy Fitzgerald, qui a contribué directement à la mort du petit, mais seulement sous les ordres de Michael, s'est seulement fait défoncer le lobe frontal. Donc même l'intensité de la punition colle avec l'intensité du crime, je trouve. Enfin, c'était vraiment qu'un détail en passant. Ce qui est sûr, c'est qu'on est carrément passé à côté de l'un des héros de l'histoire, alors qu'on avait tout pour comprendre avec les tombes des enfants de Pizzeria Simulator. Un jeu qui est sorti en décembre 2017, et comme là on est au début de l'année 2023, ça fait 5 ans en gros. Pas étonnant que Scott ait essayé de nous remettre sur la piste de Jeremy Fitzgerald avec Unwanted. Honnêtement, je pense pas que le bêta-testeur soit notre Jeremy Fitzgerald. Déjà parce que si notre Jeremy est encore en vie, il doit être assez âgé. Et c'est vrai que pour bêta-tester un jeu VR, je partirais plutôt sur quelqu'un de plus jeune. Cela dit, c'est même pas l'âge le vrai problème. Ce qui m'ennuie, c'est que le bêta-testeur va chouiner auprès de la direction au sujet de Glitch Trap, alors que notre Jeremy Fitzgerald aurait probablement essayé de l'arrêter tout seul sans mêler qui que ce soit d'autre à l'affaire. Entre ça et le message super discret de Scott qui nous demande si on se rappelle encore de Jeremy, je crois plutôt que Scott est entré dans sa phase, je vais leur balancer des indices dans la tête pour les remettre sur la bonne voie. Et il a pas fait semblant pour nous remettre sur la piste des masques. There was something that looked like a Halloween mask laying on the floor. I didn't understand. Est-ce que j'abuse en disant que le fait que Jeremy se soit arraché la peau du visage comme un masque devait aussi nous faire penser au Bonnie de FNAF 2 ? Peut-être, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai effectivement eu son image en tête quand j'ai appris que Jeremy s'était arraché le visage. Je suis peut-être la seule. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on peut pas louper cette version démasquée de Bonnie au début du DLC. Vous en pensez quoi de Dreadbear d'ailleurs ? Parce que mine de rien, on le ramène à la vie en trafiquant son cerveau. Tout comme une lobotomie a permis de sauver la vie de Jeremy Fitzgerald. En plus de ça, c'est un masque d'ours que portait sans arrêt Jeremy Fitzgerald dans FNAF 2. J'ajouterai aussi que Dreadbear s'invite à une petite fête qui se déroule en 1983, donc la même année que l'accident avec la morsure du Crying Child. Et qu'il a aussi l'air d'être très lié à l'histoire des enfants et de William Afton, si on en croit cette scène où il surplombe leur tombe. Et en face de lui, on a un autre perso qui surveille également toutes les tombes, à savoir Foxy, qui ici représente sans doute Michael Afton. Et pour en rajouter encore une grosse couche, on a même droit à une autre version de Jeremy dans le volume 11 de Fazbear Frights, dans la nouvelle appelée Prankster. Alors techniquement le personnage s'appelle Jeremia, mais son nom va être transformé en Jeremy sur son gâteau d'anniversaire. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est encore un méchant indice pour nous mettre sur la piste de Monsieur Masque de Lapin. Pour vous simplifier l'histoire au maximum si vous la connaissez pas, Jeremia fait partie d'une compagnie qui développe des jeux vidéo, et il est en train de travailler sur un jeu commandé par Fazbear Entertainment. Donc l'histoire s'inspire en partie du Jeremy de Unwanted, mais elle mélange aussi des éléments de la fête d'anniversaire du Crying Child. Parce que Jeremia est sans cesse victime de mauvaises blagues de la part de Parker, son collègue de travail qui trouve ça super marrant de lui remplacer son café par du vinaigre par exemple. Tout comme le petit faisait toujours les frais des mauvaises blagues de son grand frère Michael. Mieux encore, Parker et une collègue de travail vont décider de faire une super méga blague trop marrante à Jeremia pour son anniversaire. Sauf que la blague va beaucoup trop loin et que ça finit en un gros bain de sang. Ce qui reflète globalement ce qui s'est passé lors de l'anniversaire du Crying Child en fait. Entre ça et le nom volontairement mal orthographié sur le gâteau d'anniversaire, venez pas me dire que Scott n'a pas essayé de nous faire comprendre que Jeremy Fitzgerald est directement lié au drame qui s'est déroulé durant la fête d'anniversaire du Crying Child. Et avec tous ces indices réunis, on retombe encore sur qui ? Sur le garçon avec le masque de lapin. Et heureusement, parce qu'entre nous, vu qu'on nous demande de trouver un gars à la peau mate, qui puisse avoir une bonne raison d'aider Michael dans sa quête, et qui en plus doit également avoir une bonne raison pour décider d'utiliser le prénom du petit garçon qui possède Bonnie, on a le choix entre lui et absolument personne d'autre. Il n'y a même pas d'autres suspects possibles. Alors je vous en prie, dites-moi que c'est bon, qu'on a vraiment trouvé Jeremy et que le mystère est enfin résolu cette fois-ci. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les détails, mais dans les grandes lignes, j'espère sincèrement qu'on est ok, parce que si c'est pas lui, j'y comprends plus rien.
Par contre, on a un énorme problème. L'énorme problème, c'est que Scott surveille sans doute les théories les plus en vogue dans sa communauté, notamment suivant les chaînes des théoristes américains les plus connus. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'on était globalement aux fraises avec Jérémy et qu'il fallait nous filer des indices fissables pour nous remettre sur les rails. Donc pour le bien de la communauté FNAF, si c'est bien ça la solution, ce n'est pas une très bonne chose que cette théorie soit sortie sur une petite chaîne française qui débute. Il aurait clairement mieux valu qu'elle sorte sur celle-ci. Parce que tant que Scott verra pas que la véritable identité de Jérémy s'est largement répandue dans sa communauté, il va continuer à créer des clones de Jérémy et nous refiler encore des indices pour rien. Il peut faire ça pendant des années, le gars. Alors que moi, perso, je préférais qu'ils se disent « Ouf, c'est bon. Ils ont trouvé, maintenant je vais enfin pouvoir leur donner des infos fraîches sur le personnage. Genre, au hasard, son vrai nom, qui nous aurait sans doute déjà refilé d'une manière ou d'une autre si on avait tous compris plus tôt qui est Jérémy Fitzgerald. Bref, on est dans la mouise. Et vu qu'on est dans une situation exceptionnelle, je vais devoir faire ma grosse relou pour une fois. Vous qui croyez que Jérémy Fitzgerald est bien le garçon au masque de lapin, et qu'il a aidé Michael à combattre son père du début à la fin, vous qui vous sentez investi d'une noble mission au moment même où je vous adresse ces mots, je vous demande de m'aider à propager cette théorie au maximum, s'il vous plaît. Parlez-en sur les forums que vous fréquentez, qu'ils soient en français, en anglais, en italien ou même en berger allemand. Parlez-en sur Discord, sur Reddit, sur Twitter, TikTok, où vous voulez et où vous pouvez. Parlez-en dans vos propres vidéos si vous faites des théories FNAF. Faites une réaction dessus si vous préférez, ou demandez à un autre youtubeur d'en faire une si vous en connaissez un. Vous êtes un savant fou? Mais gravez le visage du véritable Jérémy Fitzgerald sur la lune avec votre rayon laser pour que Scott puisse le voir. Vous êtes une princesse Disney, demandez aux petits animaux de la forêt de répandre la nouvelle jusqu'aux quatre coins de la Terre. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses à faire. Non, plus sérieusement, je vous demande pas de faire tout le boulot à ma place, bien sûr. Moi aussi, je vais me débattre de mon côté parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut faire un truc pour décoincer la situation. Mais sans bouche à oreille, ça va être compliqué parce que je pars de vraiment très loin. Donc ceux qui veulent et ceux qui peuvent, s'il vous plaît, max de partage d'une manière ou d'une autre. Ça m'embête de vous demander ça et c'est vraiment pas obligé, mais si jamais vous faites une vidéo sur cette théorie ou que vous en parlez sur un forum, est-ce que vous pourriez placer cette image, s'il vous plaît? J'essaie de joindre quelqu'un désespérément et ça m'aiderait bien. Je pensais vraiment trouver cette personne en France, mais j'en suis plus si sûre maintenant, alors même si vous voulez la partager à l'étranger, à la limite, ça me dérange pas. C'est peut-être une bonne chose en vrai. Mais bon, comme j'ai dit, c'est vraiment pas obligé, hein, surtout que j'avais pas trop envie de vous embêter avec ça à la base. Mais si ça vous ennuie pas, je vous mets quand même un lien vers l'image à télécharger si vous voulez. Ou vous pouvez même faire une capture d'écran sur ma vidéo si vous préférez. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à partager le nom du petit Fritz Schmidt si vous pensez que c'est bon, parce que ce serait sympa de voir si Scott confirme ce point ensuite dans un jeu ou dans un bouquin. Je rappelle aussi que cette vidéo n'est que la première partie d'une trilogie de théories consacrée à Jérémy, parce que maintenant que je l'ai trouvé, je vais pas lâcher le mec. Pour la dernière vidéo, je vous avoue que j'ai simplifié au maximum mes explications sur le choix des faux noms. En vrai, il y avait aussi beaucoup de choses à dire sur le choix du nom Fitzgerald. Des choses qui peuvent nous faire penser que Jérémy est le grand frère de Cassidy. Alors bien sûr, il a déjà assez de bonnes raisons pour aider Michael. Mais si en plus il est lié à Cassidy, ça donne une autre dimension à sa quête. Mais avant, je sortirai d'abord une théostorming, donc moitié théorie, moitié brainstorming, autour du futur de Jérémy Fitzgerald, parce qu'à mon avis, on va se le reprendre dans la tête comme un vieux boomerang, donc il vaut mieux qu'on se prépare tous ensemble pour le repérer plus facilement. J'en dirai plus dans la partie communauté de ma chaîne dans les prochains jours. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma première théorie de l'année 2023 jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a fait plaisir, c'était le but principal. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye mes amis théoristes.